Bonsoir. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Ah bon? Oui, parce qu'on va parler d'un de mes guitaristes préférés de tous les temps du monde. Ah, comment il s'appelle? On a eu un grand débat d'à peu près un quart d'heure sur comment prononcer son nom. Enfin, c'est pas un débat, c'est juste qu'on est emmerdé. Un petit cours de prononciation. Voilà. Alors, c'est Townshend. Townshend. Pete Townshend. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Voilà, le guitariste des Who. Pete, pour ceux qui ont la flemme de prononcer le H à l'anglaise un peu aspiré. Les Who, donc, le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, peut-être, en tout cas un des 3 ou 4. Ouais, un des 3 ou 4. Un de ces groupes, un de ces 3 groupes, en fait, qui est toujours mieux quand je le réécoute par rapport à mon souvenir ému. Ouais. C'est vraiment, pour moi, les Beatles, AC/DC et les Who. Bah, tu m'avais moins transporté avec les Beatles, mais là, moi, je suis content aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais j'ai rien Qu'est-ce que tu racontes? Mais là, je m'inquiète plus, tout de suite, là, ça fait 20 secondes qu'on parle, tu dis déjà d'une connerie. Bah oui, non, mais là, je m'éclate. Il y a des fuzz, il y a des amplis différents. Il y a du son que j'apprécie, tu vois. Bien, et il y a du riff. Et il y a du riff. Et il y a surtout du putain de riff. Mais oui. Donc, les Who... Les mecs, avec 3 accords, ils te font un truc de ouf, quoi. Ouais, et puis c'est jamais dans le même ordre. Oui, c'est ça le secret. C'est trop bien. C'est le théorème d'ACDC. T'as besoin de 3 accords, mais tu les mets dans un ordre différent à chaque fois. Et c'est trop bien. Et puis tu places ton silence qui sert de 4e accord. Surtout ça, le secret. Donc, les Who, Angleterre 64... Ouais. Ils s'appellent d'abord les High Numbers et ils font partie de la mouvance MOD, alors MOD. D'accord. Qui est pour donc... modulation. Moi, je connais que ça. Pour moderniste, qui fait partie donc de ces groupes, de ces bandes rivales des années 60. Okay. C'était déjà des histoires de bandes rivales, de jeunes qui faisaient peur aux personnes âgées. Ah, donc à l'époque, c'était les Kairas. Ah, c'était complètement ça. Ouais, c'est les mecs avec leur autotune. À Chelsea, tout ça. Ah ouais, d'accord, ok. Non, t'inquiète, ça date pas d'hier. Ah ouais. Et donc, on avait d'un côté les mods qui étaient en scooter, qui écoutaient de la musique noire américaine, donc la Motown et la Stax. Okay. Et de l'autre, les rockers, qui étaient en cuir noir et en moto, et qui écoutaient du rockabilly américain. C'est l'héritage des Peaky Blinders, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, okay. Complètement. Ok. Et donc, tous ces gens-là avaient chacun leur groupe, et le groupe des mods par excellence, c'était les Who, au point qu'ils ont fait carrément un film sur les mods, Quadrophenia, suite à l'album concept. Donc, les Who qui trouvent leur formation définitive avec Keith Moon à la batterie. Okay. Ils avaient un autre batteur à l'origine, et la légende veut que Keith Moon était dans le public à un de leurs concerts, qu'il leur a dit: les mecs, votre batteur il pue du cul, laissez-moi jouer avec vous. Ils l'ont laissé jouer un titre, Keith Moon a pété la batterie de l'autre mec, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que Keith Moon était effectivement meilleur. C'est en pétant la batterie que tu prends la place de l'autre. Voilà, c'est ça. Okay. C'est une manière, tu sais, très, très primale de montrer ta supériorité. Genre, ton instrument, là, c'est de la merde, ce n'est pas à l'épreuve de moi. Je pense qu'on peut trouver des exemples modernes. Oui, t'inquiète. Ouais, je pense, si on cherche bien. Et donc, la formation se stabilise avec donc, Roger Daltrey au chant. Okay. Qui est d'une beauté absolument troublante, qui a un petit torse musclé que j'imagine légèrement suant, tu sais, avec des petites perles. Peut-être pas légèrement, je pense. Mais ça dépend à quelle heure dans le concert. Tu vois, il fait des petits moulinets, tout ça, mais il bouge pas tant que ça, il reste mystérieux et profondément sexy. Ensuite, donc, Pete Townshend à la guitare, on va revenir sur à quel point Pete est... un génie absolu, Pete étant évidemment le cerveau créatif du groupe. Roger Daltrey est surtout là pour faire joli et parce qu'il a une voix magnifique. C'est pour ça les perles et tout. C'est ça, bah oui, quel érotisme troublant. Pete Townshend, lui, c'est vraiment le moche à côté, mais qui a tout le talent. Non mais... C'est dur. Pete Townshend, le principe, c'est que tu vois le nez d'abord et tu vois le mec qui arrive derrière ensuite. Mais j'adore. Censurez-nous. Et avec le côté dégingandé qui l'accentue encore en portant des overalls, enfin des combinaisons de travail sur scène. Enfin, génie, putain, génie. Ouais.
Si. Oui, d'accord. Donc... C'était un critère très important pour décrire le groupe aujourd'hui. Non, mais comme ça, au moins, ça leur donnera envie d'aller voir des photos. Ouais, ah oui, voilà. Et Pete Townshend, donc, qui compose l'essentiel des morceaux. Alors, il y a certains morceaux composés par Entwistle aussi, dont je vais parler sous peu, mais l'essentiel, c'est Pete Townshend. Les concepts des albums, c'est Pete Townshend. C'est pour ça que c'est des morceaux pour guitaristes, quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est bien. Et c'est pour ça aussi qu'ils font des expérimentations avec les synthétiseurs, la musique concrète, etc. Parce que Pete Townshend était un intellectuel, parce que c'est un des premiers guitaristes avec son home studio. Ah ouais. Il avait un studio, un vrai studio chez lui. C'est d'ailleurs en grande partie comme ça qu'il est devenu sourd aussi, parce que il avait son casque à donf dans son home studio. Il avait pas compris que ça pouvait faire ça mal. l'a autant sinon plus défoncé que les murs de Marshall. Et puis accessoirement, il y avait le fait que Keith Moon sur scène utilisait des bâtons de dynamite pour faire péter sa batterie. Donc en termes de volume, je crois que la dynamite c'est quand même assez mal. Il y a beaucoup de logique. C'est normal, c'est un groupe de rock. Jusqu'ici tout va bien. Mais c'est le rock d'avant, ça. Ah, c'est le rock de quand tu pouvais faire péter de la dynamite sur scène. Ouais, aujourd'hui t'as un petit DB maître qui te dit monsieur, il faut baisser le son. Oui, et puis aujourd'hui, faut baisser le master volume. Tu peux faire une simulation d'explosion de batterie c'est ça. avec une bande enregistrée dans ta sono, c'est d'une tristesse pas croyable. Ouais. Donc Pete Townshend qui vraiment est le créateur du groupe, qui chante aussi. Okay. C'est lui qui a la voix aiguë, un peu pétée, un peu bizarre. Le mec qui crie quoi. Non, plutôt... La voix aiguë un peu à chier comme ça qui ressemble à Jean-Jacques Goldman, mais dans le contexte du groupe avec la grosse voix érotique de Roger Daltrey, du coup les deux s'équilibrent parfaitement. Donc ça c'est le Julien Bitoun après 2h du matin. Quand votre carte bleue elle passe sans problème, il y a cette voix qui apparaît sur le site. Et donc la section rythmique qui est d'une importance cruciale. En fait, les Who c'est un power trio avec un chanteur érotique en plus. C'est vraiment une formation extrêmement simple et extrêmement efficace évidemment, d'où le fait que Pete Townshend peut prendre plein de place avec ses riffs de guitare aussi, puisqu'il n'y a pas de deuxième guitariste, de claviériste, tout ça, c'est vraiment simple et efficace. Et donc la section rythmique fabuleuse, Entwistle à la basse, Entwistle donc qui est un bassiste, le premier bassiste virtuose de l'histoire du rock, avec My Generation où il fait un solo qui est encore le plus grand solo de basse de tous les temps, dès 65 avec un son hyper particulier. À l'époque je crois qu'il utilisait une basse d'Anne Electro. Ah bien. Parce que le manche était plus petit, du coup il pouvait faire des solos plus rapides. D'accord. Et l'argument de vente. Ah bah à l'époque. Je peux faire plus de notes. Voilà. Surtout vu comme les instruments étaient réglés à l'époque, c'était un argument non négligeable. C'est bien. Et vu les tirants de cordes par défaut aussi, ça a fait la marque d'Anne Electro et puis ça a fait la marque Roto Sound aussi, qui leur faisait des cordes spéciales pour eux. Et donc, Entwistle, excellent compositeur aussi, qui a signé des titres comme My Wife, par exemple, sur Who's Next, et qui est un bassiste hors pair, qui a vraiment des lignes hyper mélodiques, hyper intéressantes, qui, justement, dès que Townshend lâche un accord un peu tenu, lui va tricoter derrière. Ouais, il va l'accompagner, il se passe toujours quelque chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et puis ce personnage sur scène, hyper flegmatique, qui bouge pas d'un iota, qui envoie comme un ouf, mais qui bouge pas, ses formes de basse complètement délirantes, c'est un tank, quoi. Ses tenues de scène géniales, enfin, tout est fabuleux chez Entwistle, et vraiment c'est un des plus grands bassistes de l'histoire du rock. Et puis donc derrière la batterie, un véritable monstre de la nature, autant physique que mental, Keith Moon, le deuxième plus grand batteur de l'histoire du rock. C'est qui ton premier ? Ringo, forcément. Ringo, ouais. Touchez pas Ringo. Déconnez pas avec Ringo. Non, mais ils vont me dire John Bonham, tout ça. Oui, bien sûr, John Bonham est un grand batteur, mais John Bonham avait un côté beaucoup trop stable par rapport aux Who. J'ai toujours aimé le côté bordel des Who par rapport au côté plus carré de Led Zepp. Fight me. Et, ils t'attendent. Et pour le coup, Keith Moon, un des très rares batteurs qui joue avec le chant. C'est-à-dire là où la plupart des batteurs se calent sur la guitare, si vous écoutez bien le placement des roulements de Keith Moon, c'est systématiquement un contre-chant par rapport à Daltrey. Donc hyper intéressant.
magnifique son, évidemment, jeu hyper inventif, et puis personnage complètement barré. L'un des premiers à avoir conduit une Cadillac dans une piscine d'hôtel. C'est pas bien de faire ça en vrai. Mais non, mais enfin, c'est le rock. Ouais, mais c'est le principe du rock. C'est comme ça qu'on invente des légendes. Et t'as pensé au pauvre petit mec qui va faire sa piscine après? Comment il fait? Mais justement, il se fait son salaire de l'année. Ah d'accord, ok. En fait, il crée de l'emploi en faisant des conneries. Mais bien sûr. Ah, mais c'est l'époque où les maisons de disques pouvaient se permettre de payer ce genre de conneries. Pourquoi aujourd'hui il y a quelqu'un qui en parle, quoi. Bah oui, exactement. C'est beau. Mais c'est ça. Est-ce que tu crois vraiment qu'on parlera de Florent Pagny qui a cassé un verre au restaurant du Crayon? On va parler de Florent Pagny. Putain, je suis en train de parler de Florent Pagny. Kiss Moon, génie absolu, psychopathe notoire, qui avait aussi cette habitude de coller les meubles de sa chambre d'hôtel au plafond pour refaire la chambre à l'identique mais à l'envers. Pour donner l'impression que t'entrais dans un univers parallèle au moment où tu pénétrais dans sa chambre. C'est créatif. Voilà, un des meilleurs amis de Ringo aussi. Enfin, voilà, des gens dont j'aurais bien aimé croiser le chemin à un moment ou à un autre. Donc voilà, un groupe composé de 4 très fortes personnalités. Et puis donc au milieu de ça, Pete Townshend, vraiment génie absolu, grand compositeur, mais aussi très grand guitariste. Peut-être le seul guitariste qui était capable de claquer des solos géniaux, très rythmiques, mais qui se contentait quasiment exclusivement de son jeu rythmique. Ouais, ce que j'aime beaucoup, moi. Qui a ce côté ultra sec à la Malcolm Young. Malcolm Young, évidemment, a beaucoup appris en écoutant Pete Townshend. Hein, ça arrivait un peu après ce décès. Largement après, 10 ans après. 10 ans après, ouais. Donc c'est de là que ça vient, en fait. C'est de là que ça vient, ouais. Oui, tu le ressens, le style. Hein. Mais bien sûr. Ouais, tu le ressens. Les Who, enfin, AC/DC, c'est les Who plus les Stones, en gros. T'as vraiment ce côté-là, parce que t'as ce côté interplay entre deux guitares qu'avaient les Stones. Ouais, c'est ça. Que n'avaient pas les Who. Et à peine plus de gain. À peine plus, ouais, à peine. Non, quand t'écoutes bien le son de Malcolm, il est pas plus saturé que le son de Pete Townshend. Je pense à celui de Angus. Ouais, et le son d'Angus est moins saturé que le son fuzz de Pete Townshend. C'est vrai qu'on va parler de fuzz. Mais oui, mais bien sûr. Mais parce que cet homme est parfait. Mais oui, non, mais c'est vrai que rythmique plus fuzz. Avec des bons amplis. D'où tu crois que j'ai eu l'idée? Non, mais on est quand même sur une vidéo qui me paraît intéressante, quoi. Et ouais, bah oui. Ça me semble être une bonne idée, quoi. Et donc, ce côté vraiment toujours hyper rythmique, très sec, grande capacité à rentrer dans les cordes. Alors, on connaît tous le moulinet, le power slide, où il glisse sur ses genoux le long de la scène. Alors moi, quand je fais ça, je me retrouve comme un con à pas pouvoir me relever après parce que je suis gros. Et c'est très gênant pour le public. Très gênant. Et donc, toutes ces attitudes absolument géniales qui sont rentrées dans les légendes du rock. Mais toi, si tu fais ça, tu vas casser quelque chose. Ah, mes genoux, pour commencer. Et adieu la gyro. Guitare en m'éclatant dessus comme ça. Enfin, voilà. Adieu la gyro, le pedalboard, l'amplificateur. Si tu veux, c'est pas un hasard si dans School of Rock, il leur montre une vidéo de Pete Townshend. Oui. Parce que tu penses à un guitariste de rock, tu veux la bonne attitude, tu regardes Pete Townshend. C'est Jack Black, c'est obligé. Mais oui, mais enfin, tout est là. Tout est là. Et les petits sauts de cabri, enfin, vraiment, tout est génial. Et dans son jeu, enfin, c'est fabuleux. Tout est dans les voicings. On va le voir au fur et à mesure des morceaux. C'est-à-dire que Pete Townshend, au lieu de faire son sol comme ça, ou comme ça, il va le faire comme ça. En laissant le mi aigu à vide, ou comme ça. Ce qui du coup lui permet de se balader comme ça. Enfin, on a tout un jeu de voicing comme ça où vraiment il ne joue rien comme les autres. On va le voir au fur et à mesure des riffs. Moi j'ai encore appris des choses en préparant cette vidéo parce que c'est des morceaux que finalement j'ai jamais osé jouer tellement je les trouvais intouchables en termes de son. Et c'est vrai qu'à bosser c'est merveilleux. Et il a ce côté qu'aura ensuite Van Halen, et je sais que la comparaison est pas si évidente que ça, mais moi je trouve qu'ils ont ce même côté rythmique solo. C'est-à-dire que quand on prend par exemple sur Won't Get Fooled Again, tu vois, au lieu de faire je vois pas Van Halen,
Ah oui, d'accord, ok. Au lieu de faire un truc, on va tous endormir. Bah, Van Halen. Tu vois, ok. le côté genre je suis le seul guitariste, donc je fais pas la même rythmique tout du long, c'est une rythmique vivante, j'insère des plans solo, j'aime considérés beaucoup comme les solo. comme ça, ouais, ça rend bien. C'est génial. Ouais, ça rend super bien. Et c'est vachement vivant. Parce que du coup, t'as un trou d'air quand t'as plus les accords derrière. Les solos sont toujours un peu à l'arrache parce que forcément, t'as pas le soutien de la rythmique derrière. C'est un truc que vraiment je trouve génial et c'est ce qui m'a appris à ne pas doubler systématiquement mes rythmiques en studio. Ce côté vraiment vivant du trou d'air à un moment, du coup de la rythmique qui se sont obligés de compenser un peu derrière. Un Twistle qui a un son tellement énorme que de toute façon tu peux lâcher. Et en live, c'est encore autre chose. On va parler évidemment du Live at Leeds qui est un monument du rock, probablement le meilleur album live rock de tous les temps, peut-être avec Made in Japan de Deep Purple. N'allez pas me parler de The Song Remains the Same, c'est une horreur. Spécial pour les fans de Led Zepp aujourd'hui. T'as un truc aujourd'hui? Ouais, j'ai envie de dire du mal. Faudra faire un sonnet comme... sonner comme Jimmy Page. Ça va te faire plaisir, ouais. C'est facile de sonner comme Jimmy Page. Il suffit d'avoir des pantalons de dragon et puis des doubles manches. Et puis tu fais... Et puis voilà. Enfin bref. Bon, je m'énerve, mais en tout cas, voilà. Un génie absolu qui a une approche différente que ce soit en studio ou en live et qui, dans les deux cas... fait vraiment le son du groupe. Pete Townshend, c'est non seulement un génie de la guitare, mais c'est un génie du son. Oui. C'est vraiment un des guitaristes qui a un des plus beaux sons. Alors bien sûr, c'est ses voicings, c'est sa manière d'attaquer, c'est sa main droite à toute épreuve. Mais aussi un goût particulier pour le matos, quoi. C'est aussi quand même un guitariste, en ça qu'on sent le fan de matos qui change de setup très régulièrement, qui a même fait partie intégrante de l'histoire du matos, puisque il était déjà à la bonne époque. C'est ça, et puis c'est quand même sur sa suggestion que Jim Marshall a fait le stack. Oui. Donc, voilà, excusez-moi, le mec a inventé le stack. Oui, parce qu'il avait pas assez de headroom, je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Et puis il voulait quand même ménager un peu ses rodis, donc il a eu l'idée de découper le baffle en deux, d'où le triple corps. Enfin, il a pensé à son personnel, quoi. À son petit Non, c'est le mec qu'on fait la gueule, c'est tout. Mais voilà. Je veux bien la grève chez les Who. On a un mec, putain, qui invente le stack et qui, en plus, a le plus beau son possible dessus et qui a eu donc un setup qui a vachement évolué au fur et à mesure des albums. Et niveau guitare, alors, c'était quoi, lui, à l'époque ? Niveau guitare, pareil, ça évolue. Ça évolue à chaque fois. C'est ça qui est génial. Parce que niveau ampli, tu m'as quand même choisi 5 morceaux. C'était quasiment 5 amplis différents. Alors je t'ai mis un défi de taille. C'est effectivement de retrouver les sons de Pete Townshend. Du coup t'étais en PLS total, t'as mis 2 boards. J'ai mis 2 boards. T'as 2 bordés. J'ai deux bordés. Et surtout, c'est un tournage qu'on a repoussé. Oui, tout à fait. Parce que j'étais pas du tout prêt et je ne sais pas si je suis prêt aujourd'hui. J'ai même pas pu essayer tellement que j'étais face à une montagne de travail. Je me suis dit non mais c'est pas grave, on verra sur place. Et voilà, il y a un côté pour chaque époque des Who, et il y en a assez peu parce que c'est un groupe qui n'a pas sorti des milliers d'albums non plus, contrairement à beaucoup de groupes de rock de cette époque-là. En gros, donc ça commence 65 avec I Can't Explain, My Generation, tous ces singles absolument géniaux. 66, A Quick One, qui est un titre d'une dizaine de minutes, qui est déjà l'embryon d'un opéra rock. 67, Sell Out. Donc là, baigné dans les baked beans, voilà. Avec I Can See for Miles, dont on parlera. 69, Tommy, l'opéra rock par excellence, l'album de légende, etc. 71, Who's Next. 73, Quadrophenia. Et après, en gros, il n'y a plus rien d'intéressant. Ou presque. Donc en gros, entre 65 et 73, au rythme de, disons, un album tous les 2 ans, et ça fait pas une discographie si énorme que ça à explorer. D'autant plus que c'est des albums qui font entre une demi-heure et 45 minutes. Donc tu restes un peu sur ta faim quand t'es de l'époque. Non, justement, c'est ça qui est bien. Oui, c'est que c'est juste ce qu'il faut. C'est pas le Cheesecake Factory qui t'amène le Cheesecake Factory qui t'amène tellement de bouffe que ça n'a même plus de goût au bout d'un moment, quoi. Non, le Cheesecake Factory, on peut pas s'en lasser. Rappelle-toi. Compare le Cheesecake Factory avec le food truck de tacos à côté.
Le food truck de tacos, il te donne la dose, certes, mais il te donne juste ce qu'il faut pour que tu sois bien. Ça dépend lequel. Oui, bon, c'était un très mauvais exemple. Bon, d'accord. J'ai demandé à Alex, effectivement, de reproduire des sons. En fait, j'ai choisi quasiment un morceau par setup différent de Pete Townshend. Alors, c'est ce qu'on ne fait jamais sur un Sonécom, parce que normalement, le but d'un Sonécom, c'est de trouver un setup qui marche. Donc, en général, on se fixe sur un album. Mais là, j'avais un peu envie de te compliquer la vie. Ouais, bah ça a bien fonctionné. Voilà. Et donc, on commence par My Generation. Ouais. C'est la première époque. C'est une Rickenbacker. Ok. Et donc là, pour le coup, c'est quelque chose que je vais avoir beaucoup de mal à approcher avec Majiro, puisque une Rickenbacker, c'est vraiment un son très particulier. Déjà, il y a 0 grave. C'est un son très claquant. C'est même une manière de jouer particulière, parce qu'il y a un tout petit manche. Ouais. Et c'est, pour la petite histoire, un instrument très fragile. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de péter ses guitares. Ah, parce que ça l'a saoulé, ça se même cassait. Même pas, c'est-à-dire qu'il jouait dans un club avec un plafond un peu bas. Ah. Et paf, et du coup, tête cassée. Et donc, il s'est énervé, il a fini le boulot, en gros. Ouais, et quelques jours plus tard, quand ils ont refait un concert, les gens sont venus en attendant à ce qu'il casse une gratte. Et lui, étant un ancien étudiant en art, le côté art de la destruction, performance, etc., ne lui a pas échappé. Et c'est devenu un des plus grands casseurs de guitare de l'histoire du rock. Et après, il y a eu le Hard Rock Café. Qui les a rachetés pour 60 000 € pièce. Donc My Generation, Rickenbacker, et à l'autre bout du fil, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la Rickenbacker, avec une Telecaster avec des micros légers, ça peut se rapprocher ? Alors, d'autant plus qu'il avait déjà une Telecaster à l'époque. Tu vois, si tu veux, je te passe ça. Si ça se trouve, My Generation, c'est une Telecaster. Tu veux ? Allez, vas-y, fais-moi rêver. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Bah déjà, t'as une petite Telecaster qui est apparue comme ça. Bah oui, c'est ça. Je suis comme ça. Moi, j'ai des télés qui m'apparaissent dans les mains. Une petite JV Guitars, hein. Coucou. Coucou, Jérôme. Ah, ça y est, tu l'as léché. Tu sais que c'est ma guitare. J'ai pas fait. Ah, c'est dégueulasse. C'est assez dégueulasse. Qu'est-ce qu'il utilisait à l'époque de My Generation ? Alors, à l'époque de My Generation, t'as 2 cas de figure. Ok. Pete qui se fait plaisir dans son studio, ou Pete sur scène. Ok. En studio, il avait le délire Bassman, de ce que j'ai compris. Et donc pour ça, on a chopé la Catalin Bred 5F6, qui est donc un Bassman dans une pédale. Donc ça, c'est vachement cool. Un Bassman Tweed. Tweed, oui. Parce qu'il faut quand même préciser, Bassman, il y a du gain. Ça existe sous plusieurs itérations. La plus fameuse étant effectivement la version 4.10 de la fin des années 50. Le fameux 5F6, justement, le circuit de Buddy Guy, entre autres, de tous les gens qui ont un bon son, en fait, et qui est le circuit qui a servi de base au JTM 45 de Marshall. Et j'allais y venir, merci beaucoup, parce que sur scène, il utilisait son JTM 45. Ce qui est logique, en fait, le JTM 45, c'est une copie de Bassman, mais avec des composants britanniques plutôt que américains, tout simplement parce qu'il y avait très peu de Fender importés en Angleterre à l'époque. Et donc, on peut imaginer assez facilement le scénario, genre Pete a son précieux Bassman qu'il n'amène qu'en studio, et pour la scène, il demande à son pote Jim, qui tient un magasin et qui est batteur, de lui fabriquer un clone, parce que tu comprends, les mecs qui boivent des bières, je veux pas qu'ils cassent mon Bassman. C'est vrai que ça ressemble... C'est une bonne histoire, ça, mais genre ça a l'air d'être probable, quoi. Ça a l'air assez crédible. Ouais, ça a l'air assez crédible, ouais. J'aime bien cette histoire. Bah du coup, pour le côté, comment ça dit, JTM 45, et ben on a la Colt 45 de J-Rocket. Ah, ça peut être bien, ça. Bah ouais. Déjà, niveau gueule, je l'aime bien. Ouais, elle est bien, elle a le côté alu brossé, comme ça donne envie de frotter dessus. Bon, alors le pédalboard est par terre parce qu'aujourd'hui on est sur du pedalboardception, voilà. Double board, ouais. Et la fameuse 5F6, donc. Regardez-moi ça. Qui est jolie aussi. Catalin Bred, ils font des belles pédales quand même. Alors Catalin Bred, ils ont leur gamme de pédales ampli. Je me rappelle plus le nom, c'est... Ouais, c'est un nom... tellement petite. Style Origin, Overdrive, Heritage ou un truc comme ça, enfin bon bref. Ils ont leur gamme de pédales MP in a Box. Et là, Rocket, bonne surprise, je parlais avec son distributeur européen qui me dit non mais essaye la 45, si tu fais un truc sur les houes, ça va te plaire. Voilà, on en est là. Bah vas-y, fais voir si ça va nous plaire. Attends, mon son clair. Selon le théorème d'Andy.
Alors, j'avais les gains à 0 parce qu'on essaie d'être gentil, parce qu'on sait pas trop comment ça va sonner, sinon... c'est surtout que si on écoute bien My Generation, le son est quasiment clean. C'est ça. Mais quand on monte le gain, c'est quand même sympa. Il est crado, mais il est clean. C'est ça. C'est vraiment le son criard, et en fait, l'épaisseur vient du groupe. Ouais. Mais il n'y a pas de grosse disto Il n'y a pas besoin de gain à cette époque-là. Mettez le gain assez bas. J'aurais tendance à dire qu'elle crunch déjà trop. Oui, elle crunch pas mal quand même. Bah, c'est le côté tweed. Hein. C'est cette version-là qui crunch beaucoup. Hein. Et je les ai mises en 9 volts. En 18 volts, il y aurait moins de gain. Ah ouais, d'accord. Là, j'avais la flemme. Ouais, je comprends. Bah oui, c'est compliqué. Et alors celle-là, c'était bien quand t'as poussé un peu. Ouais, un peu. Bah alors, au début, j'étais là et j'ai mis ça vers la fin. Peut-être que ouais. Genre comme ça. Je crois que je préfère le grain de la 45. Bah, c'est ce qu'il disait sur scène et sur ce qu'on a sûrement entendu à un moment, quoi. C'est probable. Ouais. En tout cas, j'aime bien son côté un peu plus méchant. La 5F6 a tendance à s'écraser un peu. Ce qui en fait une pédale peut-être plus adaptée au lead qu'à la rythmique. À voir. Après, bon, c'est le seul morceau, je crois, où je suis resté sur la 5F6. Après, je passe tout sur la JTM 45. D'accord. Parce qu'il l'a conservé quand même, son Marshall. Oui, bah bien sûr. Il a vraiment aimé. C'était plus qu'un ampli pour poser sa bière. Vas-y, refais voir la 45. Ouais, c'est vraiment bien. C'est ça, hein. Là, j'en profite. Regarde, un peu moins de basse peut-être. Oui, bien sûr. Ça, j'aime bien. C'est bien, là. Hein. Ça, j'aime beaucoup. On est bien. Hein. Ouais, elle me plaît, ta pédale. Elle est bien, hein. Et j'en profite pour montrer un peu le truc, parce que c'est un plan qui est vraiment intéressant. Donc, on est en barré de débutant sur le couplet. Tout est dans la manière de les gratter. Ouais. Et sur le refrain, il lâche. Genre, il n'y a qu'un seul doigt. Mais par contre, on a une petite mélodie dans l'aigu. Sur le si. Ok. C'est mieux en le jouant que la petite mélodie à vide. J'adore. Ça faisait Pierre-Jacques. J'adore, bah oui, mais c'est ça. Pierre-Jacques. Non, Pierre-Jacques. C'est quoi le truc? Frère Jacques. Pierre-Jacques. Alors, Pierre-Jacques, ça fait un peu tueur d'enfant. Et notre ami Pete, il avait pas des fuzz aussi déjà sur scène à cette époque-là? Alors, je crois que les fuzz, c'est pour les solis. Oui, tout à fait. Mais et je dirais même les solis sur scène. Les solis sur scène. Parce qu'en fait, en studio, il avait tendance à garder un son très proche de la rythmique. Ouais, c'est ça. Je pense que ça devait être enregistré en one shot, genre t'inquiète. Alors, petite subtilité. Vas-y, subtilise-moi. Mais qu'on a déjà balancé. Alors, je laisse sur la 45. Hein. Ouais. Hop, 45. Subtilisons. Il avait déjà son grand piano, sa reverb unit. D'accord. Il l'a gardé pendant 2-3 ans. Excellent. Donc ça, on peut rappeler pour ceux qui suivent pas. Il y a une vidéo sur Acclam. Regardez, voilà pourquoi, si vous n'avez pas une pédale Acclam, vous n'avez rien compris à votre vie. Désolé, hein, mais ça arrivera un jour. Donc, la Windmiller, en l'hommage des Who, justement. Le Windmill, donc voilà. le moulin avec les... Qui est donc le préamp de sa reverb en rack. Avec quand même le plan du quartier de Londres dans lequel il jouait. C'est génial, tu vois, c'est vraiment du fan service, quoi. Ouais, non, mais ils sont là-dedans, ils le font bien, ils sont vraiment là-dedans. Pour ça, on peut les acclamer. Oui, acclamons, acclame. Oui, Julien, toi aussi, t'es fatigué. Comme Acclam n'a pas fait la reverb, mais juste le préamp, eh ben j'en ai profité pour mettre la Element. C'est fou. Parce qu'il manquait une reverb. Parce que, en fait, oui, faut le dire, les reverb units de l'époque, c'était des têtes d'ampli. Ouais. Enfin, ça se présentait sous forme de tête d'ampli. Avec une reverb à ressort. Et pour avoir le niveau ligne de la reverb, il y avait des lampes pour compenser. Et on le sait, les préamps d'époque n'étaient pas taillés par des ingénieurs qui ont eu beaucoup de recul. Et donc, pas par des ingénieurs tout court, d'ailleurs. Pas par des ingénieurs tout court. Et donc, un préamp mal conçu, bah ça sature. C'est ça. Et cette saturation, finalement, parfois, on l'aime. Et c'est donc, du coup, un espèce de... En fait, ça revient à mettre un boost en entrée de l'ampli. Ouais. Ce qu'on fait maintenant naturellement, mais qui a été inventé par l'intermédiaire de ces engins. C'est ça. Fais voir un peu... Comme on est toujours dans le stack, gain 0, on n'abuse pas.
reverb. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est magnifique. People try to put us down. It's because we get around. They do look awful cool. If I die before I get old. C'est fabuleux. C'est monstrueux. Ouais. C'est fabuleux, j'adore. Là, voilà, là, le préamp, il change Bon, tout à la reverb. Tu me fais un pack avec ça et le 45. Je te mets les deux dans une pédale, c'est ça? Je suis rarement payé pour ces tournages, en fait, du coup. J'ai entendu plein d'échos de la Windmiller suite à la vidéo qu'on avait fait sur la clam. Il y en a quelques-uns qui sont partis avec, je pense notamment à Manu. Il se stack la Windmiller entre deux Savage. Ouais, d'accord. Et il m'a dit c'était monstrueux. Là, on est dans le sandwich de gras, quoi. Ouais, le sandwich de... Mais tu vois, pas trop de gains et genre, voilà, quoi. Eh ouais. Ouais, ça apporte un grain. On peut jamais avoir trop d'aigus, de toute façon, par définition. Ouais. Bah là, les lows sont bien cutés. Ouais. Et les highs sont légèrement préservés. Ouais, c'est ça. C'est... Non, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Il a... Vraiment, la 45, ça marche très très bien. Je suis bien surpris aussi. Ouais. Je suis, ouais. Ok. Un peu de fuzz pour... Un peu de fuzz. Alors là-dessus, j'ai pas eu la source. Ok. Je sais juste qu'à l'époque, il utilisait soit la MK1 de Tonebender, donc une clone de FZ1, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, soit un Trimble Booster. Voilà, c'est tout ce que je sais. Sûrement les deux. Ou sûrement les deux. Et voilà, en fait, Pete Townshend, en bon geek et en bon guitariste professionnel de l'époque, traînait tout le temps, effectivement, dans le coin de Denmark Street. Denmark Street, en fait, étant à la fois le quartier des publicistes, enfin des maisons de disques, tout simplement. Ouais. Donc le quartier aussi où il y avait les studios dans lesquels on répétait. Je crois que ça s'est perdu, ça, aujourd'hui, non? Il y a quand même un reste de Denmark Street. Non, ça reste quand même... Je parle du côté studio, musique. Moi, j'y suis allé, c'est magasin maintenant. C'est sûr. Mais et c'est là aussi, du coup, où il y avait les fournisseurs d'instruments. Donc tout était concentré sur quelques mètres comme ça, et c'était pas très loin non plus de Soho, du cœur de là où il y avait les clubs, là où il y avait le marquis, enfin tous ces clubs légendaires. En fait, tout ça se concentre sur quelques pâtés de maison, et donc effectivement, en toute logique, par exemple, il avait un concert le soir, il allait au magasin de Macariz, il regardait ce qu'il avait en nouvelle pédale. Ah bah tiens, j'ai un prototype, tu veux essayer ça? Tu veux essayer? Tiens, c'est une Tonebender. Ça sonne comme un truc tout pété. Ah bah ça m'intéresse, c'est ma spécialité. Et puis voilà, donc c'était, il y avait pas du tout ce côté comme on peut l'imaginer à l'heure actuelle, genre Macariz va sortir une pédale, il cherche des guitaristes à endorser. Ah bah Pete Townshend fait du bruit en ce moment, etc. C'était pas du tout cette logique-là. C'était vraiment on développe les trucs, on teste, tu me donnes ton retour sur scène, voilà. Comme on peut faire tous les deux en fait. Ça me rappelle une histoire, ça. Tu m'envoies tes machins qui ressemblent encore à rien, je te dis ça c'est bien, ça c'est moins bien, j'en veux deux, et puis voilà. Tiens, ça te rappelle un proto de Super Fuzz par exemple. Trafiqué, ouais. Donc voilà. Effectivement, il y avait sûrement... on était soit dans la Tonebender MK1, soit dans la Ragemaster, ou peut-être les deux. Oui, moi j'aime beaucoup le look de la Mini Bender. Ouais, alors la Mini Bender de Formula B, qui est donc un... Oui, c'est sexy, t'as envie de lécher aussi, je sais. Ça me plaît tellement. Mais je sais, alors là on a de la fun. Mais je serais heureux avec ça. Mais je sais que tu serais heureux. Ma vie serait enfin complète. Et donc, Formula B, on le connaît bien, Marco, notre cher italien, laisse-la tranquille. Elle est fixée légèrement parce que j'ai plus de place. Arrête, Julien, arrête de tout casser, là. La Tonebender MK1, le tout premier modèle de Tonebender, qui était un vieux clone quand même des FZ1, qu'on va essayer gentiment. Alors normalement, ça se stack avec un drag. Et à propos de FZ1, ça c'est de la FZ1, justement. Voilà, on y viendra après. Ok. Et ça, l'Oberon de Signal Chain. Ok. Qui est donc le Rangemaster de Signal Chain. Ok. Donc je te l'ai mis sur aigu, mais t'as médium, bas. Et toi, t'es le genre de mec, t'alimentes un Rangemaster avec de la lime 9 volts, quoi. Je crois que j'ai pas trop le choix. Y a pas de pile là-dedans? Y a pas de pile. Mais moi, monsieur, j'ai des sorties isolées. J'ai des sorties isolées. Rangemaster, c'est de la pile, putain. Mais non, mais ça, c'est de la branlette. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Oh là là, mais je vais te faire un lavage de cerveau, t'inquiète pas. Non, mais ça va pas sonner. Ça va pas sonner. Ok. Non, déjà, ce qui est chiant avec les Rangemasters, c'est que c'est du PNP.
Et donc, si tu mets pas un circuit que les puristes n'aiment pas, t'es obligé de mettre un truc inversé. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'une pile c'est plus simple. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas de pile. Ça, j'adore. C'est bon, ça. Ça, on adore, mais ça, c'est on bon. en veut. Mais le problème, tu vois, moi, j'adore l'Arrange Master. Ouais. Le problème, c'est que tu vas en mettre partout. Ah oui, Et qu'en fait, du coup, tu joues plus jamais avec des graves. Oui. Jamais de ta ça vie. n'existe plus. Voilà, enlève-la. Non, mais attends, Tu vois, le son est nul. Là, t'as l'impression que c'est nul. t'as tout raté, quoi. Dès que tu l'enlèves, c'est tout nul. Mais je te connais si bien. Qu'est-ce que c'est bien. Non mais Julien, je te connais très très bien. Et je sais comment dompter ce problème d'aigu et cette envie de ne jamais l'éteindre. Vas-y. Tu lui mets une Savage. Oh. Alors d'habitude j'adore la Savage, Oui, allez, Là, parce que je trouve- allez, ça snob. ça lui enlève un peu de vie, Ben oui, tu vois. tu la calmes. Ouais mais... Non. Bah oui, non, bah alors. bah non. Bon, allez, je te laisse avec ton lion sauvage. Merci. Tu vas nous casser les niveaux à Mais c'est beau, l'enregistrement. c'est- Mais oui, je sais que c'est beau, mais. C'est de la poésie ça. Mais oui, je sais. Bon, ça c'est un Range Master. C'est juste un transistor qu'on peut pas. Comment dire, un petit peu torturé. Maintenant, testons la Tone Bender MK1. Allez vas-y. Ça c'est C'est magnifique. tellement sale. Moi c'est ça qui me donne. un Oui, peu, j'adore. Ouais, ça c'est. J'adore. Viens juste. Ouais, mais moi, rapidement. je Ouais, reste ouais. sur le côté nerveux de la Range Master. Tu penses qu'on peut mettre les deux? Je suis pas sûr que ce soit mieux. Vas-y, essayons. On essaye. C'est complètement C'est cassé. velcro. C'est velcro. Vas-y, encore, vas-y. Ça c'est pas cool. Pardon. Ah, Mais d'habitude, quand je fais ça, Non. ça résonne. ah mais c'est pas toi en fait. Ah si, je sais pas. C'est aussi moi. En vrai, les deux là, ça me fait penser à un truc que tu joues toi. Ouais. Genre on dirait une super fuzz un peu. Genre biscuit, ça hein. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc. Je pense qu'ils l'ont fait à l'époque. C'est possible. Mais c'est pas ce qu'il fait Pete Townshend. Non, et puis, à mon avis, tu vois, pas dans cet ordre. Oui. Parce Alors, que- ah si, moi je préfère. Oui, mais Mais pas à l'époque. pas lui. Pas Parce lui, ouais. que à l'époque, la Range Master, c'était une petite boîte Que tu mettais au-dessus de l'ampli. avec un jack direct pour rentrer dans l'ampli. Mm. T'avais pas de deuxième jack. Le deuxième jack était soudé directement à la sortie de la Range Master. Et du coup, tu ne faisais que brancher ta guitare. Ah, Tu vois le putain, truc ouais, mais ils avaient pas le choix. Bah voilà. Quelle idée de merde. Donc c'était genre ça par terre et ça sur ton ampli, obligé. Et comme ça marche bien quand même. Comme ça marche bien, j'aime bien. Ouais. Bon, ok. Donc là, qu'est-ce que t'en dis pour My Generation? Bah c'est magnifique. Mais là, on s'est déjà éloigné, on est déjà dans une version live hypothétique. Oui, oui, oui. Mais il avait j'adore. forcément une fuzz. Oui, Et oui, c'était une de ces complètement. deux-là. C'est obligé. De toute façon, à l'époque, il y avait que ça. On est encore en 65. Donc Ouais, oui, 65, c'était obligatoirement ça ou ça. ouais, complètement. Ouais, et ça pouvait même être une FZ1 importée sous le manteau. C'est possible aussi, Ouais. ouais. Oh, c'est bien, qu'est-ce que c'est bien.
67, I Can See 67. for Miles. I Can See for Miles. Et alors là, Là, par contre, t'avais plus de goût au niveau fuzz, ouais. et au niveau de la gratte, on Ouais. évolue. On passe sur la... Je crois que c'est déjà la SG à ce moment-là. Je voudrais... Il avait une SG Bien sûr, à cette époque-là. une SG 67. spéciale, En 67 avec déjà, les ouais. P90. Ah bah là, tu prends ta gratte. Bah oui, bien Ta sûr. gratte. Allez, là, on fait Si ça. c'est pas le cas, fight me in the comments. On est de retour sur Donc, I Can See for Miles. The Who Sell Out. Ouais. Qu'est-ce qui se passe niveau matos à ce moment-là? Là, c'est confirmé JTM 45. D'accord. Vas-y JTM 45. C'est là-dessus que Acclam a développé la Windmiller. Tu voyais la photo avec le mec dans les haricots à la tomate là, Les baked beans. les baked beans. La reverb du coup devait être d'époque aussi. Mhm. Donc là, au niveau rythmique, il n'y a pas grand-chose qui change à mon goût. Ok, Tu nous fais écouter ça? vas-y. Alors, Ça manque gros d'un niveau truc. de sortie Ouais, y a un truc du qui a changé, P90. Du coup, je pense que tu peux baisser un peu le gain Ouais, sur oh, la c'est là, 45. Et là, c'est ça, ouais, ça a changé là. Hop. Ah là, là, on Là, on y y est. est, ouais. Bon, on y est. On y est, hein. On reste sur la Range Master. C'est magnifique. Alors là, comme on a baissé les niveaux, tu vois, moi je trouve que la Savage devient indispensable pour enregistrer en tout cas. Pour du live, on s'en fout, on peut casser les oreilles des gens. Ouais. Mais pour dompter le fait que tu veuilles mettre la Range Master à fond. Sinon là, il n'y a plus de Tu gain. veux dire que le booster boost, c'est con? C'est con. Mais d'habitude, tu boostes un truc avec une grosse sauce de gain, quoi. Mais bien sûr. Là, il n'y a plus de gain, on a tout mis à zéro. Non, là, on est juste sur du vraiment grain. dedans. C'est très très beau, c'est Ouais. bien dynamique, un peu sombre. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour le côté vraiment menaçant du morceau. Ouais, c'est là, vrai qu'il y a ce côté-là, ouais. Ah, c'est Ouais. ominous. C'est vraiment comme un gros nuage noir au-dessus. Là, au niveau voicing, pareil, c'est passionnant. En fait, on est sur un mi, mais pas du tout comme d'hab. Joli. C'est un empilage de quintes, en fait. Donc là, t'as la quinte et son octave. Et ensuite, c'est 3 octaves. Donc t'as pas de tierce. Et ensuite, il le déplace. Et pareil sur le refrain, donc, avec le mi aigu qui reste en bourdon. Ouais. C'est génial, c'est une Ouais, ça manière fait de, ça, hein. bah, c'est une manière de remplir l'espace quand t'es le seul guitariste en fait. Bah ouais. C'est Franchement, brillant. ça sonne super bien. Ouais. Voilà. Puis au niveau du matos, bon là on s'est simplifié la vie, il y avait peut-être des petites versions, des petites subtilités d'ampli, mais... je trouve T'avais que- prévu, J'avais de prévu mettre la Cinnamon Drive, mais et puis en fait on est tellement bien sur la 45, voilà. on n'a pas envie de bouger. Et effectivement le high watt, plus gros son clair, meilleur headroom et encore plus de volume. Alors la pédale que j'ai choisie, c'est la Ra pour ça. Et c'est pas très clair quand même comme son. Hein. Alors Ra, c'est Royal Albert Hall, comme on voit sur le dessin. Et comme clairement la police l'indique, c'est Led Zeppelin au Royal Albert Hall en 69. C'est ça. Et Donc c'est un petit peu j'aime couillu, bien quand le même. principe, c'est une pédale pour faire le son d'un concert. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo. On va comparer avec la Cinnamon qui est un plexi du coup. Oui, Comme ça on va voir le côté ça crunch pas. Vas-y on va essayer de voir ça. Vas-y.
Ouais, Là, on y est. Ouais, il y a un côté plus musculaire. Ouais, et très granuleux. Ouais. Et là, on est sur du lisse. Avec musculeux et granulaire, d'ailleurs, si on veut. Oui. Mais ouais, le Cinnamon Drive est un poil plus lisse, effectivement. C'est intéressant, vraiment. Les 2 grains sont différents. Les 2 grains sont intéressants et utilisables dans ce contexte-là. C'est vraiment une question de goût. Ouais. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à choisir. Alors en moi, fait. je resterai sur la rat. Pour ça en tout cas, ouais. Mais attention, il y a une réserve de gain monstrueuse. Ouais. Ça a été fait pour que tu fasses un instant Led Zepp quoi. Ouais. C'est vénère. Sachant que sur Pinball Wizard, on est quand même sur un son assez saturé aussi. Ouais. Plus saturé en tout cas que au début du groupe. Tu peux mettre la dose. Là, on est pas mal. Ça lisse quand même pas mal les attaques pour le coup. Bien sûr. Parmi du gain. Bon. Ouais, mais comme le vrai, ça s'éclaircit quand même bien si on. Si tu te calmes à l'attaque. La saturation derrière qui te cherche, elle t'attend, tu sais, elle essaie de t'attraper. Je t'ai vu. Et comme on n'est plus sur l'époque du Grampian, c'est pas plus mal en même temps de mettre un peu de gain. Bien sûr. Parce que là, on a plus besoin de booster avec. Et après, du coup, pour le côté live. Hop, volume. C'est à ça que ça sert, votre potard de volume. Merde. Surtout quand il y a un bon ampli, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, encore une fois, bravo pour ces MP in a Box qui sonnent comme des amplis, quoi. C'est vraiment bien, ouais, complètement. Alors, on a fait une vidéo avec Thibaut, Guitar Plug and Play, justement, où on testait les MP in a Box dans différentes configs. Moi, je suis vraiment partisan du truc que personne ne dit sur Internet. La plupart des gens, ils te disent, tu te mets dans le return de l'ampli. Mais moi, je suis plus partisan de se mettre devant le préamp d'un ampli clean. Bien sûr. Parce que tu vas garder ces lampes à faire cruncher. Non, tu le mets dans le return de l'ampli si t'as un Valve State 80-80, quoi. On est d'accord, mais tout Internet te dit ça. On dirait que t'es le diable si tu vas pas dans la Bah boucle oui, d'effet. mais parce que Internet répète ce qu'Internet lui a dit. Mais oui. Et se convainc qu'Internet a raison. Et tu verras dans cette vidéo qu'en fait, il y avait très peu de pédales qui marchaient bien dans le return. Ça peut être le cas, par exemple, de la Rev G3 qu'on avait essayé sur Metallica. Oui, d'accord. Ça marchait bien dans le return, mais les autres ne marchaient pas. Enfin voilà. Et ouais, comme quoi, faut toujours essayer en fait. Ouais, il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça qui est rigolo. On passe à l'année suivante, 70, Live at Leeds. Ok. Donc un concert explosif, le plus grand concert, enfin le plus grand album live de tous les temps. Ouais. Ce côté complètement fou, débridé. C'est comme les Who en studio, mais 100 fois mieux. Le son est magnifique, la performance est incroyable. Ton live, c'est celui où... Moi, voilà, pour moi, si on fait un live, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il y a tout, il y a l'énergie, il y a la performance, c'est bien joué. Tu vas me dire qu'en 50 ans, on n'est pas capable de refaire ce qui a été fait avant ? Je pense qu'on est de moins en moins capable, en fait, malheureusement. Et là, pour le coup, donc, Pete a un setup extrêmement simple. Ouais. C'est vraiment l'ASG spécial, avec 2 P90, donc. Ouais. Il en utilise quasiment qu'un. Avec un potard de volume sur... Tu fais bien le potard de volume avec ta voix. C'est important. Ouais. Sur le iWatt. Alors, attention, c'était un CP103 sur ce live-là. Ah, d'accord. Je connais pas la différence exacte, mais c'est pas exactement pareil. Très bien. On va utiliser du coup exactement la même chose. On est tout à fait d'accord. Non mais, parce qu'ils sont là, tu vois, ils ont l'info. Et entre les deux... Ouais. Une super fuzz. Et parce qu'on y est. Et oui. On y est. 1970, ça y est, les Japonais sont arrivés. Genre, ils l'avaient faite même avant. Hein. Donc la Honey Psychedelic Machine. Voilà. Qui a été décortiquée. C'était un beau petit rack avec plein de choses dedans, plein d'inspirations sonores. Et c'était dans les années 60, ça. 68, ouais. C'était même avant. Hein. Même avant, les Japonais ils avaient fait ça. C'est juste que c'était planqué. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, c'est intéressant. Et t'as Shinei qui a sorti ça.
qui a sorti donc la Super Fuzz. Super Fuzz. Et Pete Townsend étant alerté. Ouais, c'est ça. Étant à l'affût de toute nouveauté, donc il s'est intéressé à cette fuzz qui a un son très creusé, hyper particulier. Voilà. Moi j'adore, bah, c'est une des bases de la Bitoon Fuzz d'ailleurs. Et, on ne connaît pas du tout ce schéma. Salut. Et pour le ça, coup, ouais, on t'as la l'entend suprême. vraiment bien sur le live. Dès qu'il l'enclenche, ça s'entend bien, quoi. Ça fait un peu l'effet d'une Big Muff avec une Octavia et un rouleau compresseur. Ouais, en mieux. En mieux, ouais. En mieux. En Et mieux, parce qu'en fait, voilà, sur ce live, en gros, le high watt sature vachement. Dès qu'il veut le calmer, potard de volume. Et dès qu'il veut passer à la vitesse au-dessus, il y a la Super Fuzz. T'imagines, t'es là, t'es sur scène, t'es en train de faire le plus beau concert du monde, et t'es là, t'es le premier à lâcher la Super Fuzz Mais oui, dans ton pays. mais bien Mais sûr. t'imagines, c'est ouf. Genre, les gars, vous n'êtes pas prêts. Ouais, ils sont tous là comme ça, mais genre, mais c'est quoi? Tu les vois, les journalistes là à fond. Vas-y, fais-nous écouter un peu. Oui, mais alors le sustain gaieté, bah ta gueule, t'as le plus gros son du monde, qu'est-ce que tu veux? Alors là, c'est la 72, avec 2 modes et 2 tonnes. C'est ça. Donc t'avais le mode gaieté sur la fin, parce que c'était rigolo. J'adore. C'est rigolo ça, mais bon. C'est genre la Super Fuzz mal réglée. Et la tonne, t'as vu le gros V Ouais, qu'on connaît si bien. mais ça c'est génial. Ça pour Y'a le pas le coup, potard de... Ah non, c'est un Switch la tonne. Oui, c'est vrai que c'est un Switch. on est sur le live at Fizz là, Ouais, vraiment. on y... Voilà. Je pourrais faire une discographie moi avec ce son Bon, on est là. d'accord. Alors là c'est intéressant. Ouais, c'est C'est intéressant. intéressant, il y a une histoire. Ah, vas-y. Il y a une raconte. histoire. Faire C'est Bitoon. l'histoire de Joe Walsh. Joe Walsh. ok. Lui aussi gros pif. Ouais. Donc entre gros pif, ils se comprennent. Joe Walsh qui à l'époque joue dans le groupe James Gang, avec lequel ils ont fait notamment Funk Number 49, et qui sera ensuite le guitariste des Eagles, l'un des 3 guitaristes des Eagles, et qui a d'ailleurs aussi une carrière solo avec Rocky Mountain Way, qui est un titre absolument génial, avec du slide, avec une voix téléphone comme ça, enfin trop beau. Et Joe Walsh est complètement fan de matos, Ouais. et il en file slash vend à ses potes. Ok. Donc, pour te dire, c'est lui qui a vendu sa première burst à Jimmy Page. Ok. Voilà. Tranquille. Deux Donc, potes. t'inquiète. Ah ouais. Et c'est lui aussi qui a filé donc le matos de Who's Next à Pete Townsend. Ok. En gros, donc Pete Townsend, fin 70, prépare le prochain album qui se Ouais. veut un concept album encore plus ambitieux que Tommy. Il devra revoir ses attentes à la baisse parce que c'est compliqué dans sa tête. Mais donc il veut changer du côté SG spécial dans un high watt. Ouais. Et Joe Walsh lui dit bah, tiens, regarde ça. Je fais très bien Joe Walsh, il faut le savoir. Très bien. Et le résultat, donc, c'est une Gretsch 6120. Ah. Donc la grosse Gretsch orange avec le Bixby, tout ça. Ouais. Donc on va utiliser ça. Dans un Fender Bandmaster. Oui, c'est ça que j'ai vu. Et donc, j'ai pas. Voilà. Donc Bandmaster 310, Ouais. toujours tweed. Et On revient sur la effectivement, 5F6 qui on, fera on l'affaire. revient sur du tweed. Ouais. Et normalement, on devrait retrouver nos petits. Ok, donc on passe de la RA à la 5F6 pour écouter ça, qui n'est pas exactement la Bandmaster, mais ça le fait.
pour le coup, le côté Ouais, ça suffit là. à la fois épais, crunchy et un peu sombre du tweed marche parfaitement. Après, moi je dirais peut-être que c'est aussi un meilleur mélange avec le P90. Ah, c'est clair. Mais si t'avais la Gretsch, peut-être que ce serait autre chose. Voilà. Mais ça marche vraiment bien. Ça marche bien. Ouais, quand t'as une Gretsch, ça marche toujours. Bon, là, au niveau son, on y est. Hein. On y est vraiment. J'espère vraiment que la captation micro soit un peu fidèle. En tout cas, dans la pièce, c'est exactement ça. Ouais, dans la pièce, là, on est à Leeds. Ouais. On a fait le voyage. Non, c'est bien. Ouais, j'adore. C'est tellement jouissif, les stops comme ça, un peu secs là-dessus. Bon, je crois que... Voilà. C'est gagné. Je crois qu'on a plein d'envie et qu'on a quand même bien rendu hommage à mon guitariste préféré du monde. On t'a quand même stacké 2 pédalboards. Oui. Voilà, on est sur du stackage de pédalboard maintenant. Pépé Dadal Bobboard. Qu'est-ce qu'on garde dans tout ça? Parce que moi, je voudrais que ça tienne là-dessus, tu vois. Là-dessus, c'est mort. Mais sur celui du dessous, peut-être. Non, mais t'es pas ambitieux. Non, alors attends. Moi, je prends les contraintes bitounesques. Ouais. Qui sont, je veux faire toute la discographie. Oui. Bah, je te dis, non, ça tient pas là-dessus. Non, mais ça tient pas là-dessus. Bon, déjà, là-dessus, bah, la Cal 40. on vire la Cinnamon Drive. C'est tout. Voilà. Après, on garde les 3 autres. Voilà. D'accord. Voilà. On vire que la Cinnamon Drive parce que elle est excellente, mais c'est pas ce qu'il nous fallait là. Non, d'accord. Ok, voilà. Donc là, t'as 3 pédales. Bon, là, on va se faire plaisir. Lui, t'as 3 pédales. Ensuite, qu'est-ce que t'enlèves là? Eh ben, on vire ça. Ok, je suis d'accord. On vire ça. Ah non, parce que si t'as pas de reverb dans ton ampli. Mais non, mais on s'en fout. Non, la Grand Piano, elle est avec une reverb. Mais la Grand Piano, il s'en sert pour le grain, pas pour la reverb. Mais il va pas la reverb, t'as un ingé son qui t'en met. Oui, d'accord. Bah, allez, ok. La Savage, pour le coup, on l'a pas trop utilisé. Ouais. Bon, la Satisfaction, elle dégage. Voilà. Et après... Bon, ça, on est obligé. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, je pense que si t'as ça, tu peux virer ça. Je suis d'accord, mais tu te fais chier. Oui. Mais tu te fais chier. Oui, mais dans la vie, c'est se faire chier aussi. Mais tu vois, en plus, ils avaient la place pour mettre le deuxième switch. Ils auraient pu mettre 2 presets. Oui, mais ça serait moins bien. Bah ouais, les puristes pleureraient. Bah voilà, et puis on peut virer ça, si on garde ça. Ah non. Ah bah non. T'as viré la Satisfaction déjà. Ouais, mais moi je suis extrême. Non, ça marche pas ton histoire. Ça c'est genre l'armée russe croisée avec les japonais et je sais pas ce que tu veux qui viennent, ils t'écrasent. Et ça c'est genre de la... Ça a été mal fait, tu vois. Mais comme on aime. Bon, ok. Donc... T'as pas enlevé tant que ça. Hein. Si on garde Mini Bender, JHS, Windmiller. Non, arrête. Non, avec la Windmiller, tu peux t'en sortir quand même. En vrai, ça te fait 6 pédales. Voilà, tu vois. Ça rentre dans le Mini Bender, JHS, Windmiller. Et les 3 préamps. Et les 3 préamps in the box. Ouais, mais t'as pas de reverb, tu te fais chier à tourner le bouton et t'as pas de delay. On n'a rien sans rien, mon pauvre ami. Non, mais vas-y. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Non, mais vas-y. L'hôpital, la charité, tout ça. Tout ça, ouais. Bon, merci beaucoup, Alex. Ouais, merci à toi. Hein. Pour une fois, tu t'en es très bien sorti. On a failli oublier. Toutes les